Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, d'abord c'est vraiment une très grande joie d'être parmi vous. Le professeur de Bétigny a eu l'idée, je ne sais pas si elle était bonne ou mauvaise, de me montrer, juste avant de rentrer dans cet amphithéâtre, la liste des noms de toutes les personnes qu'il avait invitées depuis quelques années dans ce lieu, et par conséquent je suis maintenant terriblement impressionné. Et je me demande comment je vais réussir à être à la hauteur de la situation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'essaye de vous décevoir le moins mal possible. C'est en tous les cas le seul but que je me fixe, contrairement à celui qu'il vient de m'assigner. En tous les cas, c'est une joie d'être parmi vous. Ce qui fait aussi la difficulté de l'exercice, c'est, le professeur le disait à l'instant, le fait que je sois d'un si jeune âge. Je ne viens pas donc parler devant vous de l'éducation comme un expert qui en parlerait avec l'autorité que pourrait lui donner une longue expérience. Je suis moi-même un bébé prof, j'ai encore tout à apprendre. Et si je viens ici, ça n'est surtout pas pour donner des leçons, mais peut-être pour partager avec vous quelques réflexions que la philosophie peut nous aider à produire, ou en tous les cas, par lesquelles la philosophie peut nous aider à penser la situation de notre école d'aujourd'hui, par lesquelles la philosophie peut nous aider à comprendre pourquoi notre école est aujourd'hui dans la situation où nous la voyons placée. La question qui a été posée, en effet, pour la rencontre de ce soir, c'est la question de savoir si l'école est en crise. Et à cette question, je crois qu'il ne sera pas nécessaire de prendre beaucoup de temps pour répondre. L'école est en crise, et peut-être l'une des chances du débat intellectuel contemporain, c'est au moins qu'enfin tout le monde ait fini par le reconnaître, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Nous savons aujourd'hui que notre école ne va pas bien, que quelque chose ne va pas dans notre école. Nous le savons de manière très précise et très concrète. Sans doute les enquêtes PISA, les enquêtes internationales qui sont réalisées chaque année sur l'état du système éducatif nous ont-elles aidé à gagner un peu de cette lucidité qui nous était si difficile jusque-là. Nous savons par la dernière enquête PISA que la France a notamment le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire celui à la fois qui produit les plus grandes disparités entre les élèves qui réussissent et ceux qui échouent, et d'autre part celui où le parcours scolaire d'un élève est le plus fortement déterminé par son milieu social d'origine. Ce qui en soi pour un enseignant, et peut-être il y a des collègues parmi nous ce soir, ce qui en soi pour un enseignant constitue une véritable tragédie, et pour les élèves évidemment que nous rencontrons constitue une formidable injustice. Nous savons aussi, et la ministre elle-même le rappelait dans une tribune parue dans Le Monde il y a quelques semaines de cela, nous savons qu'à la fin de la classe de 3e, 21% des jeunes scolarisés en France depuis leur enfance, 21% des jeunes Français à la fin de la classe de 3e ont du mal à lire un texte simple. Nous savons que 25% d'entre eux sont très fragiles dans les fondamentaux, la maîtrise des fondamentaux en histoire, géographie, et 27% dans les disciplines scientifiques, c'est-à-dire un jeune sur 4 à la fin de la classe de 3e. Nous savons qu'à l'occasion des journées de défense et de citoyenneté qui ont remplacé le service national, les tests de lecture que nous faisons subir aux jeunes qui sont appelés à leur majorité à cette journée de défense et de citoyenneté permettent de constater que chaque année, entre 10 et 12% des jeunes Français, à leur majorité, ne parviennent qu'avec beaucoup de difficultés à résoudre un exercice qui consiste à déchiffrer un programme de cinéma. Bref, nous savons que notre système scolaire va mal, et il ne servirait à rien de continuer ainsi pendant toute la soirée à multiplier les statistiques qui ne feraient qu'augmenter notre dépression collective. Donc, ce qui compte le plus, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous en arrivons ici. Et j'ai écrit ce petit livre que vous évoquiez, ce livre sur les déshérités que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon propre enseignement quand j'ai commencé à enseigner en zone urbaine sensible, comme un écho à une expérience d'enseignant, une expérience qui a été pour moi à la fois passionnante et traumatique, l'expérience de l'IUFM. Alors, je vois vous rire que certains d'entre vous connaissent directement ou indirectement l'IUFM. L'IUFM, c'est l'année de formation qui suit ou qui suivait immédiatement les concours de recrutement dans l'enseignement. Par exemple, vous passez les concours pour être professeur de philosophie, et une fois que vous avez eu les concours, pendant un an, vous enseignez à mi-temps, et votre autre mi-temps est consacré à votre formation. Hier dans les IUFM, aujourd'hui dans les ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation, dont le principe est relativement similaire, il n'y a que l'acronyme qui a changé, c'est l'éducation nationale. Nous allions donc à l'IUFM pour apprendre à devenir de bons enseignants, et c'est parfaitement nécessaire et normal de se former pour être un bon enseignant, parce que c'est une chose de connaître sa discipline, mais c'est tout autre chose de savoir la faire partager, et il était donc parfaitement naturel que nous allions nous former pour cela. Ce qui est plus étonnant, c'est le principe qui a structuré notre formation, et ce principe était concentré sur une espèce de répétition, d'incantation qui a accompagné toute notre année de formation. Ce principe était très simple: vous êtes de jeunes enseignants, vous ne devez pas transmettre un savoir.
vous ne devez surtout pas transmettre un savoir. Parce que si vous transmettez un savoir, regardez bien, si vous transmettez un savoir, eh bien, ça veut dire que vous savez des choses que vos élèves ne savent pas. Donc vous les méprisez. Vous les enfermez dans une posture de récepteur passif. Vous les aliénez. Vous les privez de leur faculté de produire par eux-mêmes un savoir dont ils soient vraiment les auteurs. Si vous transmettez un savoir, vous installez dans l'espace de la classe une inégalité scandaleuse et vous devenez celui qui fait peser sur les frêles épaules de vos élèves le poids de votre supposé savoir. Pour le dire autrement, la situation que l'IUFM aurait voulu déconstruire à tout prix, c'est exactement celle que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est-à-dire je suis debout, vous êtes assis, j'ai un micro, vous n'en avez pas, je parle et vous écoutez. Et maintenant que vous le vouliez ou non, surtout ceux qui sont assis au premier rang, vous êtes condamnés à subir pendant l'heure qui vient mes élucubrations de supposés sachants. Et c'est l'occasion, au début de cette conférence, de vous demander pardon par avance pour toute la violence symbolique que je vais vous infliger ce soir. J'espère que vous ne sortirez pas traumatisés. Alors peut-être vous vous dites que cette formation a quelque chose de singulier, d'étonnant, d'original, et peut-être vous vous dites, comme moi-même d'ailleurs, quand j'ai écrit ce petit livre, que j'avais vécu peut-être une expérience très singulière et qui n'était pas partagée. C'est d'ailleurs l'objection que je me suis faite à moi-même. Ça n'était pas d'ailleurs tellement une objection parce que ce livre ne servait pas à raconter mon expérience de l'IUFM, ça aurait été en soi relativement inintéressant. Enfin, je veux dire par là, en soi, ça ne constitue pas de conséquences susceptibles d'éclairer notre réflexion. Donc ça n'est pas un témoignage, mais malgré tout, je me suis demandé si je n'avais pas vécu une expérience un peu particulière. Après tout, ne le disons pas trop fort, mais dans notre vie, nous avons tous eu des professeurs un peu fous parfois, donc je me suis demandé si je n'avais pas eu des formateurs un peu particuliers. Mais je dois reconnaître que ça n'est pas le cas, puisque depuis que ce petit livre est paru, je reçois une quantité absolument invraisemblable de courriers, de collègues ou d'anciens collègues qui me racontent leur propre expérience de formation, avec parfois des anecdotes encore plus incroyables que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est le cas de cette jeune enseignante de lettres que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et qui me racontait sa formation à l'ESPE de Paris l'année dernière. À l'ESPE de Paris, les formateurs disaient à elle et à tous ses jeunes collègues « Vous êtes enseignants, c'est donc bien à des enseignants qu'on parle. Quand vous serez en cours, moins on vous entendra et mieux ce sera. » Alors en fait, cette vision de l'éducation, vous la voyez apparaître partout, et notamment par exemple dans la récente réforme du collège. Mon propos de ce soir n'est pas du tout politique, parce que je crois que la question n'est pas politique, elle est bien en amont de la politique, mais la récente réforme du collège, qui aurait pu être portée d'ailleurs aussi bien par la droite que par la gauche, eh bien, elle illustre parfaitement cette vision de l'éducation. Regardez par exemple ce qu'on appelle les enseignements pratiques interdisciplinaires. Nous partons de ce principe que les élèves sont ennuyés par la classe et par conséquent, il faut les libérer du caractère coercitif et oppressant de l'exercice du cours magistral qui est voué aux gémonies. Et donc plutôt que, par exemple, un cours d'anglais coercitif et ennuyeux, un cours de physique coercitif et ennuyeux, eh bien nous allons réunir le professeur d'anglais et le professeur de physique et avec la classe, ils vont conduire les élèves à écrire un magazine en anglais sur les machines à vapeur. C'est l'un des exemples qui sont proposés sur le site du ministère de l'Éducation nationale, mais il y en a d'autres. On peut mélanger l'histoire et le français pour faire un débat sur les caricatures. On peut mélanger... Oui, c'est le principe des EPI, c'est de mêler deux disciplines pour casser le cadre disciplinaire, quel mot atroce que le mot de discipline précisément, et ainsi libérer la créativité des élèves. Il ne faut pas que l'enseignant transmette des connaissances, il faut que l'enseignant, nous disait-on à l'IUFM, crée les conditions dans lesquelles l'élève va produire par lui-même son propre savoir. Alors, vous voyez, je me suis demandé, au fond, ce qui pouvait inspirer ce discours qui traverse toute la société et qui, d'une certaine façon, habite notre inconscient collectif dans notre rapport à la transmission, quels que soient les lieux où elle s'exerce d'ailleurs, parce que ce discours, il a touché l'école, bien sûr, mais pas seulement l'école, il a touché tous les lieux de transmission, et je pense évidemment peut-être au premier d'entre eux, la famille. Là où il y a transmission, nous voyons de l'aliénation. Là où il y a transmission, nous voyons de la privation de liberté. Là où il y a en fait de l'autorité, nous voyons une liberté qui diminue. En fait, c'est la grande équation qui structure le débat éducatif contemporain. Qui dit autorité dit retrait de la liberté, qui dit liberté dit retrait de l'autorité. Tout ce qui est donné à l'autorité de l'adulte, par exemple, est nécessairement retiré à la liberté de l'enfant. C'est exactement comme ça que nous percevons, je crois, la structure même de la relation éducative aujourd'hui. On peut penser à cette petite phrase d'un de nos précédents ministres de l'Éducation nationale qui, il y a quelques années de cela, déclarait, c'était en 2012 ou 2013, qui déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale « Il faut arracher l'enfant au déterminisme familial ». Cela signifiait bien rien moins que l'affirmation selon laquelle la famille
est un lieu de déterminisme parce qu'elle est un lieu de transmission. Parce que dans la famille, on transmet de la culture, on transmet une certaine vision du monde, on transmet un certain ordre de valeurs, et tout cela, précisément, c'est ce à quoi il faut retirer l'enfant si nous espérons qu'il puisse être libre. Au fond, ce qu'il importe de comprendre, donc, c'est peut-être l'origine de cette équation qui nous fait considérer que l'autorité est exactement l'inverse de la liberté, et la liberté l'inverse de l'autorité. Alors pour le comprendre, je crois que l'essentiel est de remonter aux sources d'une vision du monde, c'est-à-dire en fait en réalité aux sources d'un mouvement culturel très profond qui, j'en suis intimement persuadé, traverse la culture contemporaine. Et pour le comprendre avec les outils que nous donne humblement la philosophie, eh bien, j'ai tenté d'isoler trois moments particuliers de ce qui... je me rends compte que j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. J'espère que ce n'est pas gênant. Voilà, j'appuie sur le petit bouton, c'est fait. Trois moments qui, peut-être, nous permettent à la fois de comprendre et de fixer les grandes étapes de cette rupture, de cette crise de la transmission. Alors, je voudrais vous proposer ce soir peut-être de remonter très brièvement ces trois moments, où en tous les cas, les deux premiers n'auront peut-être pas le temps de faire cette généalogie intellectuelle dans son intégralité. Et je vous demande pardon par avance d'être obligé d'être un peu schématique et un peu approximatif, parce que dans le temps qui nous est imparti, il est très difficile de réussir à dresser cette histoire avec toute la nuance et toutes les complexités qu'elle appellerait. Donc pardonnez-moi surtout du caractère nécessairement un peu rapide de mon propos. Si je peux ce soir ouvrir simplement quelques pistes et peut-être quelques pistes de curiosité, eh bien j'aurais déjà amplement rempli la mission que je pouvais espérer. Alors, le premier de ces moments, c'est sans aucun doute le travail de Descartes. Alors, ici, il faut que je m'arrête un instant parce que j'ai reçu une chose assez rare, un message de l'une d'entre vous, que je ne connais pas, qui m'a écrit avant cette conférence pour me dire qu'elle me reprochait le traitement que j'accordais à Descartes. Et pourtant, je crois vraiment que Descartes, je ne sais pas, oui, mais je vais essayer de lui répondre le mieux possible, je persiste à penser sincèrement que Descartes constitue vraiment le premier moment dans l'ébranlement de cette culture de la transmission qui avait pu le précéder. Alors, je ne dis pas par là qu'il faille évidemment se placer en juge, je ne suis pas du tout un juge, et je serais bien en peine de juger un esprit aussi fécond, aussi grand, aussi libre que celui de René Descartes. Ce qui m'importe, c'est de comprendre et non pas de critiquer. On me dit parfois, vous vous attaquez à Descartes. Je suis bien incapable de m'attaquer à Descartes. Je crois simplement qu'il faut comprendre ce que Descartes nous a laissé, ce qu'il nous a légué précisément en héritage pour comprendre en quoi il importe, en quoi il touche encore aujourd'hui, en quoi il impacte notre propre vision de ce qu'est la culture et la transmission. Alors de Descartes, vous connaissez tous au moins cette petite phrase bien connue, je pense, donc je suis, on est à Fontainebleau, c'est vraiment le top du texte. Je pense, donc je suis. Alors pour comprendre cette petite phrase, c'était l'un des exemples qu'on nous donnait à l'IUFM, se dit en passant, c'est un exemple très concret qui me revient à l'esprit. À l'IUFM, on nous disait, vous êtes professeur de philosophie, surtout ne rentrez pas en cours en disant à vos élèves, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Descartes, etc. Ce serait évidemment une catastrophe absolue. On ne rentre pas en cours en disant on va parler du bonheur ou du sens de la vie. Non, non. On rentre en cours, on met les tables en carré, on fait des ateliers participatifs, des débats interactifs, on écrit des clips de rap, on fait des fresques murales. Qu'est-ce que tu penses du bonheur? Qu'est-ce que tu penses du sens de la vie? Et à la fin de tout ce processus, le professeur se fait le porte-parole de ce que ses élèves ont produit dans leur génialité créatrice. Alors, par exemple, on nous disait, quand vous rentrez en classe, vous dites à vos élèves, je pense donc je suis, de qui est cette phrase? Alors évidemment, les élèves n'en savent rien, donc ils vont dire n'importe quoi, ils vont dire, je ne sais pas, Nabila ou bien Zlatan Ibrahimovic. Et ça peut durer un quart d'heure comme ça, mais au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui, par miracle, a lu les pages roses du dictionnaire et qui va dire, ah ben c'est pas de Descartes, et alors là, vous avez perdu un quart d'heure. Mais non, vous n'avez pas perdu un quart d'heure, parce que vous pouvez regarder cet élève et lui dire, bravo, tu as trouvé, et alors il se sent valorisé dans sa posture de producteur du savoir commun. Bref. Donc, je pense donc je suis. Pourquoi cette petite phrase? Bien, pour la comprendre, je crois qu'il faut revenir à l'itinéraire intellectuel de Descartes, tel qu'il nous le raconte lui-même, d'ailleurs, dans des pages magnifiques du discours de la méthode. Au tout début du discours de la méthode, Descartes nous raconte que quand il était enfant, il a fait de très bonnes études. J'étais l'un des meilleurs élèves de mon école, dit-il, et j'étais dans l'une des meilleures écoles de l'Europe. Comme c'est en Europe qu'on était censé produire les meilleures écoles du monde, Descartes nous dit en substance, j'étais le meilleur élève du monde. Enfin, en tous les cas, de façon beaucoup plus concrète, Descartes nous dit on ne peut pas rêver de faire de meilleures études que celles que j'ai faites. Tout ce qu'on peut apprendre, je l'ai appris. Tout ce qu'il faut lire, je l'ai lu. Tout ce qu'il fallait retenir, je l'ai retenu. Toutes les langues qu'il fallait comprendre, je les ai comprises, etc. Bref, on ne peut pas imaginer faire de meilleures études que celles que j'ai faites. Mais au terme de tout ce cours d'études, à l'issue duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte, écrit Descartes, je me rendis compte que je n'avais pas fait un pas pour sortir de mon ignorance,
sinon que j'avais l'esprit désormais embrumé d'une quantité de doutes et d'erreurs. En fait, Descartes se pose cette question terrifiante. J'ai passé tous les diplômes qu'on pouvait imaginer, et pourtant, à la fin de tout ce parcours, je me pose cette question terrible. Dans tout ce que j'ai aujourd'hui à l'esprit, de tout ce que je crois être vrai ou faux, juste ou injuste, beau ou laid, bon ou mauvais, de quoi suis-je vraiment certain? Vraiment, absolument certain. Parce qu'enfin, dit Descartes, c'est quand même très simple. Il suffit d'avoir un peu voyagé, dit-il, pour savoir qu'il n'est rien de si absurde qui n'ait été un jour enseigné dans quelque école. Dans toutes les écoles du monde, sauf à l'INSEAD sans doute que Descartes ne connaissait pas, mais dans toutes les écoles du monde, on a un jour enseigné des choses fausses. Dans toutes les écoles du monde, on a un jour transmis des contenus qui se sont avérés ensuite être périmés, inexacts, dépassés ou incertains. Qu'est-ce qui me prouve à moi, qu'est-ce qui vous prouve à vous que ce que vous avez appris à l'école était vraiment réel? Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous avez appris à l'école était vraiment certain? Et surtout, question absolument terrible, de tout ce que vous croyez aujourd'hui être vrai ou faux, de tout ce que vous croyez aujourd'hui être bon ou mauvais, juste ou injuste, beau ou laid, de quoi êtes-vous vraiment l'auteur? Dans toutes les opinions que vous avez reçues en votre créance, qu'est-ce qui vient vraiment de vous? En fait, la catastrophe absolue de notre existence, dit Descartes, c'est que nous avons tous été des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire être un enfant? Ça veut dire commencer sa vie par une période de fragilité intellectuelle temporaire. Quand on était des enfants, on avait une intelligence, c'est vrai, mais pas encore complètement développée, pas encore complètement accomplie. Et notamment pas encore capable de cette faculté qui caractérise l'intelligence de l'adulte et qu'on pourrait appeler la faculté critique. Voyez. Aujourd'hui, si on vous demande d'accepter de croire en quelque chose, vous répondrez au nom de quoi? Si on vous demande d'accepter un contenu de connaissance, vous répondrez donnez-moi la preuve. Mais regardez quand on était des enfants, comme on était crédules. Regardez comme on était gentils. Nos parents nous ont dit va à l'école, on y a été, on nous a dit assieds-toi là, on s'est assis. Et à mesure d'ailleurs qu'on était crédules, nous avons été de plus en plus influencés par tout ce fatras de la culture qui nous précédait. On nous a dit apprends tout ça, et nous, on a tout appris. Et au terme de tout ce parcours, nous rentrons dans notre vie d'adulte, au seuil de notre vie d'adulte, avec dans notre esprit une quantité incroyable de connaissances, d'opinions, de préjugés, d'affirmations, dont rien en fait n'est vraiment sûr, dont rien n'est possiblement sûr par nous-mêmes, dont nous ne pouvons pas attester de la vérité. Et voilà la catastrophe de notre existence. En fait, la catastrophe, c'est que nous sommes des héritiers. Voilà, nous héritons, et de quoi est-ce que nous héritons? Eh bien, nous héritons, je ne sais pas, pour reprendre une métaphore architecturale que Descartes affectionnait beaucoup, on peut dire que nous héritons de la vieille maison de famille. Voilà, vous la connaissez, la vieille maison de famille, vous recevez ça en héritage. Alors, elle est mignonne, la vieille maison de famille, c'est sûr, mais enfin, bon, d'abord, elle est complètement dépareillée, puisque chaque génération a rajouté son petit bout, ce qui fait qu'à la fin, on ne comprend plus du tout le plan d'origine. Et surtout, la vieille maison de famille, eh bien, écoutez, elle est très sympathique, mais enfin, quand même, quand vous en héritez, il y a toujours des tuiles qui manquent sur le toit, donc il pleut à l'intérieur. L'électricité n'est pas aux normes, et quand vous montez dans les escaliers, vous ne savez jamais quelle marche va vous tomber sous les pieds. Donc, il y a deux solutions. Soit vous êtes un homme de la tradition, mettons, et vous regardez la vieille maison de famille en disant elle a quand même du charme, la vieille maison de famille. Bon, c'est vrai, elle date du XVIe siècle, elle est plus toute jeune, mais enfin, le grand-père a mis toutes ses économies pour refaire la cuisine, alors nous aussi, on va faire comme ça, à notre tour, on va refaire le toit, on va refaire l'électricité, et puis on va essayer de rafistoler les 3 planches des escaliers pour être à peu près sûr qu'on ne va pas tomber à travers. Soit vous êtes cartésien, et si vous êtes cartésien, les choses sont assez simples. Vous regardez la vieille maison, et vous dites, bon, beaucoup plus facile, on va tout raser, on va reconstruire. Ce sera quand même beaucoup plus simple. On va recommencer à zéro. Et cette fois-ci, au moins, notre maison obéira à un plan vraiment géométrique. Elle obéira à une construction vraiment rationnelle. Elle répondra à notre projet. Et c'est beaucoup plus raisonnable en un sens. C'est ce que Descartes nous propose de faire. Détruire la vieille maison pour reconstruire quelque chose de plus solide. Ça ne veut pas dire ingratitude, même si peut-être j'ai la faiblesse de penser qu'il peut y avoir un peu d'ingratitude dans le travail qui consiste à défaire la culture comme si notre liberté se trouvait dans l'acte qui reconstruit par nous-mêmes le savoir que nous refusons d'avoir simplement reçu. Ça n'est pas seulement de la gratitude, mais il y a quelque chose de très raisonnable dans le fait de vouloir se défaire des pesanteurs de la tradition, des lourdeurs et du mimétisme d'un héritage qui ne suffit plus quand il se reproduit lui-même de manière stérile et inféconde. Donc on détruit et on reconstruit. Alors, ce travail-là, c'est l'aventure intellectuelle qui fonde la modernité, et c'est l'aventure intellectuelle qu'on trouve dans les méditations métaphysiques, et notamment dans la première méditation métaphysique. Extraordinaire aventure intellectuelle. Voilà, Descartes nous dit en substance, bon, j'ai 40 ans, j'ai roulé ma bosse, j'ai un peu touché à tout, mais maintenant je vais prendre le temps d'une véritable refondation. Je pose tous mes RTT d'un coup, je me retire dans ma maison de vacances en Touraine avec ma robe de chambre au coin du feu, et je vais entreprendre les méditations métaphysiques.
Rendez-vous compte de l'audace extraordinaire de l'idée. Je vais faire le tri dans toutes mes pensées, je vais faire le tri de toutes mes opinions, et tout ce dont je ne peux pas être par moi-même absolument certain, tout ce dont je peux avoir la moindre raison de douter, je le considère désormais comme complètement faux et je l'écarte de ma pensée. C'est une chose absolument merveilleuse, enfin, une aventure mais inouïe, et qui se passe, encore une fois, dans le silence et l'intériorité de l'expérience réflexive. Alors, évidemment, de quoi vous pouvez commencer par douter, quand vous faites du doute une méthode pour vous libérer de tout ce qui est en vous incertain. Bien, la première chose dont vous pouvez douter, c'est évidemment de ce que vous avez appris de ceux qui vous ont précédés, parce que vous n'en êtes pas sûr par vous-même. Vous pouvez vous débarrasser tout de suite de tout ce qui ne repose que sur l'autorité de ceux qui vous ont précédés, que sur les arguments d'autorité qui vous ont été un jour opposés. Tout cela, écartez-le de votre esprit immédiatement, car encore une fois, il ne faut jamais être trop persuadé de ce qui ne vous a été instruit que par l'exemple ou par la coutume, que ce dont vous êtes simplement des héritiers. Mais après, vous pouvez aller très loin. Vous pouvez douter par exemple de ce que vous disent vos sens, parce que, dit Descartes, j'en suis sûr, ça vous est tous déjà arrivé de faire l'expérience que vos sens pouvaient vous tromper. Ça s'appelle une illusion perceptive, une illusion d'optique par exemple. Donc vos sens peuvent vous tromper. Et si vos sens peuvent vous tromper, dit Descartes, il n'est pas de bonne politique de faire confiance à quelqu'un qui vous a une fois trompé. Si vos sens vous ont déjà trompé une fois, ils peuvent vous tromper maintenant encore, donc ne leur faites plus confiance. Enfin, dit Descartes, je peux peut-être penser que mon sens des distances est faussé ou que mon ouïe est atténué, mais quand même, je ne peux pas douter que je sois ici en train de vous parler, que vous soyez là en train de m'écouter, ça. Eh bien si. Parce que vous avez tous déjà fait cette expérience, j'en suis sûr là aussi, que vous avez parfois pensé vivre une situation comme si elle était réelle et qu'en fait, elle ne l'était pas. Ça s'appelle un rêve. Et donc là, si ça se trouve, là tout de suite, maintenant, au moment où vous m'écoutez, vous êtes en plein milieu de votre nuit. Peut-être que vous êtes en train de dormir, peut-être que vous allez vous réveiller dans 3 minutes, effrayé, en sueur, en disant « Mon Dieu, j'ai rêvé que j'étais enfermé dans un amphithéâtre à faire de la philosophie toute la nuit. » Enfin, je ne sais pas, peut-être que ce sera un terrible cauchemar ou bien un joli rêve. En tous les cas, peut-être que vous n'êtes pas là, que vos voisins n'existent pas, peut-être que je n'ai jamais existé, voilà. Peut-être que c'est moi qui suis en train de rêver et que vous n'êtes pas là. Et en tout cas, c'est un très beau rêve, j'espère qu'il va durer. Mais enfin, rien ne peut vous garantir, à l'instant où vous percevez la situation présente, qu'elle est réelle et qu'elle se déroule réellement. Donc vous devez même douter de cela. Et puis peut-être, dernier argument de Descartes, celui qui est si joliment repris par le film Matrix, peut-être votre esprit a-t-il été pris en otage par un malin génie qui suggère en vous depuis votre naissance toutes vos représentations. Bref, vous voyez, on peut douter de tout, mais non pas de tout. Il y a une chose dont vous ne pouvez pas douter, c'est que vous doutez. Non mais c'est très sérieux. Hein. Vous doutez et donc vous êtes en train de penser. Et donc vous existez. Et ça, au moins, c'est absolument certain. C'est-à-dire, vous pouvez le retourner dans tous les sens que vous voudrez. À chaque fois que vous direz « je pense », vous pourrez dire en même temps « j'existe ». Je pense et donc je suis. Voilà la certitude fondamentale. Et en quelque sorte, la certitude fondatrice. Je pense et donc je suis. Et à partir de cette certitude originaire du cogito ergo sum, à partir de cette certitude originaire, Descartes entreprend de refonder avec solidité et sécurité tout le système du savoir. Évidemment, Descartes continue l'aventure et les méditations qui suivent le conduisent dans cette refondation à reconstruire la géométrie, les sciences, à reconstruire des certitudes très fortes, comme par exemple celle de l'existence de Dieu. Enfin, Descartes reconstruit. Il ne s'arrête pas à cette première méditation. Mais vous voyez que la fondation de toute certitude, c'est désormais la fondation que se donne le sujet à lui-même. Cette fondation, c'est l'immédiateté de l'évidence « je pense et donc je suis ». De cette évidence que vous vous rendez à vous-même, qu'à chaque fois que vous dites « je pense », vous pouvez dire en même temps que vous existez. Jusque-là, vous voyez, dans les sociétés qu'on pourrait dire traditionnelles, dans le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, on considérait habituellement que ce qui venait du fond des âges, c'est ce qui était le plus solide. Que les coutumes que nos pères avaient adoptées, et leurs pères avant eux, c'était voilà, des coutumes solides sur lesquelles on pouvait se fonder, ce qui avait traversé les siècles était solide comme le roc. Eh bien, Descartes, c'est celui qui vient renverser cet ordre de perspective, qui accompagne la révolution scientifique et qui fonde ainsi la modernité en philosophie, dans un geste libérateur absolument magnifique, et en même temps dans un geste dont vous voyez bien, évidemment, qu'il est le premier acte de la déconstruction de la transmission. Parce que, et c'est l'objection que me faisait la personne qui m'a écrit ce mail, si sympathique et si juste, Descartes, évidemment, n'est pas ingrat en ce sens qu'il reconnaît bien la qualité de ce qu'il a reçu de l'école, de ce qu'il a reçu de ses maîtres de la culture qui lui a été transmise. Mais il ne la reconnaît que pour une seule et unique raison, c'est parce que la culture
est ce dans quoi son esprit s'est éveillé à sa faculté de produire par lui-même. Par exemple, dit Descartes, la gentillesse des fables réveille l'esprit, la connaissance de l'histoire nous aide à raisonner, la connaissance des mathématiques nous aide à formaliser nos raisonnements. Bref, au fond, ce qui compte dans les matières que nous recevons, ce n'est pas le contenu de connaissance, car le contenu de connaissance ne sera valide que si nous le produisons nous-mêmes. Mais ce qui compte dans les disciplines que nous pratiquons, c'est précisément la pratique qu'elle éveille en nous et la capacité pratique qu'elle éveille en nous. À l'école, on nous dit souvent, dans l'éducation nationale, vous ne devez plus apprendre des connaissances aux élèves, mais vous devez leur apprendre à apprendre. Et peut-être à travers les matières que vous enseignez, leur donner l'occasion d'expérimenter l'activité qui produit du savoir, le fait de produire par soi-même son propre savoir. Eh bien, précisément, cet exercice, il nous vient directement en droite ligne de Descartes et de l'aventure des méditations métaphysiques. C'est donc le premier moment. Tout va bien ? Alors maintenant, passons au deuxième moment. Alors évidemment, là encore, la personne qui m'écrivait ce mail me disait le premier et le deuxième moment n'ont rien à voir. Et c'est vrai, je le reconnais absolument. Le deuxième moment, c'est le travail de Rousseau. Descartes, évidemment, n'a rien à voir avec Rousseau, et rien n'est moins cartésien qu'un rousseauiste. Rien ne pouvait être moins cartésien que Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Et pourtant, là encore, nos représentations du monde sont faites évidemment de traditions intellectuelles qui, en elles-mêmes, ne sont pas homogènes et qui sont même parfois contradictoires. Eh bien, je crois que nous sommes, dans notre vision de l'éducation, au confluent de ces deux influences contradictoires qui, en tous les cas, sont en tension l'une avec l'autre et qui, pourtant, se complètent dans le regard que nous portons sur l'éducation et se complètent à partir d'un petit concept sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui est le concept d'immédiateté. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, parlons brièvement de Jean-Jacques Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, là encore, vous en avez tous au moins un petit souvenir, réminiscence de vos années de terminale. Jean-Jacques Rousseau a poursuivi pendant toute sa vie une grande idée, et cette idée, c'est que l'homme est naturellement bon et que la société le pervertit, que la société le rend mauvais. L'homme est naturellement bon et la culture est une pollution pour la nature humaine. C'est une idée très originale et qui fait de Rousseau un auteur très original, notamment dans son siècle, le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières est marqué, comme vous le savez, par la certitude absolue selon laquelle précisément la culture, le savoir, la connaissance, les arts, la littérature sont tout ce par quoi les hommes sont émancipés de toutes les aliénations possibles. La culture, c'est ce par quoi les hommes sont libérés du joug des superstitions, des fanatismes et des obscurantismes les plus divers. C'est la raison pour laquelle le siècle des Lumières écrit l'encyclopédie, par exemple. On rassemble tous les savoirs humains dans une seule et même œuvre, et cette encyclopédie, c'est une machine de guerre pour libérer les hommes, une machine de guerre contre toutes les superstitions, contre tous les préjugés, contre toutes les formes d'intolérance. Bref, le siècle des Lumières, c'est celui qui accorde la plus grande confiance à la culture et au savoir, et Rousseau est donc un auteur extrêmement paradoxal et solitaire à l'intérieur du siècle des Lumières. Alors, tout commence dans la vie intellectuelle de Rousseau par un moment très singulier, que Rousseau raconte dans deux passages, dans une lettre à Malesherbes de 1762 et dans les Confessions. C'est par un petit matin de 1749 que tout commence. Rousseau marche dans le bois de Vincennes, il va rendre visite à son ami Denis Diderot, et sur la route, dans le bois de Vincennes, il lit une petite gazette littéraire, le Mercure de France, une grande gazette littéraire même, dans laquelle il trouve cette question posée par une académie de province, l'Académie de Dijon, une question proposée à un concours auquel tous les bons esprits voudront bien se prêter. Et cette question est la suivante, savoir en quoi les sciences et les arts ont contribué à l'émancipation du genre humain, ont contribué à faire progresser l'humanité. Évidemment, c'est une question rhétorique. En plein milieu du siècle des Lumières, comme je vous le disais, il s'agit de se livrer à un panégyrique de la culture et d'expliquer comment les sciences et les arts sont les lumières qui éclairent le genre humain. Et Rousseau, d'un seul coup, est marqué par ce qu'il décrira des années plus tard comme une sorte d'illumination. Il est frappé par une inspiration soudaine, il se dit, mais en fait, voilà, c'est ça, tout le problème est là. Les sciences et les arts, la culture en général, sont une catastrophe absolue pour la nature humaine. Une catastrophe. Et Rousseau, donc marqué par cette inspiration subite, par cette illumination, commence immédiatement à répondre à la question du concours, et ce sera le premier discours de Rousseau, le discours sur les sciences et les arts. Il raconte dans la lettre à Malesherbes que, transporté par cette illumination subite, eh bien, il pleure tout ce qu'il peut, son vêtement est tout mouillé de larmes, et il écrit au pied d'un chêne en plein milieu de la forêt, ce qui deviendra la prosopopée de Fabricius, une espèce de texte qui a servi à torturer des générations entières d'étudiants sur le thème latin auquel il a servi de prétexte. Donc il s'agit pour Rousseau de dénoncer la culture comme une pollution de la nature humaine. Au fond, la grande équation rousseauiste, c'est celle que nous retrouvons à bien des égards, même si elle nous paraît un peu étrange, formulée ainsi. Là encore, nous la retrouvons dans l'inconscient collectif. On pourrait, je ne sais pas, citer un seul exemple que j'évoquais dans ce petit livre, l'exemple d'un produit de la culture contemporaine, l'un de ces produits qui sont à la fois
l'expression et la structuration de notre conscience ou de notre inconscient commun. Et c'est un film qui s'appelle Avatar. Avatar de James Cameron, c'est le film qui a fait le plus grand succès dans l'histoire du box-office. C'est un film de très très grande diffusion. Eh bien, Avatar de James Cameron, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est très simple. Avatar, c'est Rousseau en 3 dimensions, porté au cinéma par Hollywood. Voilà, c'est très simple. C'est le second discours de Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Même si James Cameron n'est pas au courant, c'est Rousseau qui a écrit le scénario. Alors c'est très facile, c'est Hollywood, il y a des gentils et des méchants, mais il y a 2 types de personnages. D'un côté, il y a les gentils, donc je vous présente le gentil, c'est le Na'vi, un grand bonhomme bleu qui vit sur la planète Pandora, une planète lointaine, encore vierge de toute influence de la technique, encore vierge de toute influence de la science et de la pollution que les hommes savent pourtant diffuser partout. Alors, sur la planète Pandora vivent les Na'vi qui vivent dans une espèce de communion parfaite avec la nature. Les Na'vi sont parfaitement ignorants, mais vraiment à peu près complètement ignorants. Ils ne ressemblent pas à l'homme de l'état de nature, pour être très précis, mais à celui que Rousseau appelle l'homme des premières sociétés du monde. C'est-à-dire un petit groupe humain, voilà, mais qui est encore extrêmement primitif et qui ressemble à bien des égards à ces peuples que les hommes des Lumières découvraient au-delà des mers dans leurs explorations et qui ont donné lieu à la figure du bon sauvage. Voilà, le Na'vi, c'est le bon sauvage. Précisément, le Na'vi ne sait presque rien. Les Na'vis n'ont pas d'école, pas de bibliothèque, pas de livres, pas de littérature, pas d'art, pas de musée, pas de science, pas de technique. Rien de tout ça. Et en fait, ils ont besoin de rien de tout cela. Parce qu'ils vivent en communion avec la nature et la nature leur donne tout ce dont ils ont besoin. C'est d'ailleurs très marquant, et dans le film de Cameron, il y a une espèce de queue de cheval avec laquelle il se branche sur les arbres, sur les animaux. Il y a une espèce de symbiose avec la nature que nous regrettons précisément d'avoir perdue. Ils parlent à la nature et la nature leur parle, et la nature leur donne tout ce dont ils ont besoin pour satisfaire leurs désirs les plus naturels. Et ils n'ont besoin de rien de plus, parce qu'ils sont parfaitement bons en fait. Ils n'ont besoin de rien de plus que de la satisfaction de leurs besoins. Ils sont heureux, et donc ils n'ont pas besoin de la cupidité dont nous faisons, nous, en permanence étalage. Donc, le Na'vi, si vous voulez, il est à la fois parfaitement ignorant, parfaitement innocent et parfaitement heureux. De l'autre côté, il y a les hommes. Et les hommes, dans le film de Cameron, ce sont les hommes de l'état social que nous décrit Rousseau. Donc les hommes, la première caractéristique qui frappe dans le film, c'est qu'ils sont très savants, extrêmement savants. Ils ont un savoir, une technique extraordinaire. C'est un film de science-fiction. Donc les hommes arrivent sur Pandora avec des soucoupes volantes. Ils ont des machines, des écrans digitaux. Bref, ils ont une technique absolument incroyable. Ils sont très savants. Mais tout ce savoir ne leur sert qu'à détruire plus, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de posséder toujours plus, et posséder toujours plus parce qu'ils sont en compétition les uns avec les autres, ils sont dans une rivalité permanente, ils ne cessent de se comparer les uns aux autres, et c'est ça le vice de la culture. La culture nous rend artificiels, elle nous rend artificieux, elle nous apprend à jouer ce mauvais jeu social qui veut que toujours nous cherchions la domination de l'autre, et par conséquent, les hommes de l'état social sont à la fois très savants, très méchants, et très malheureux. Voilà l'équation fondamentale qui structure le propos de Rousseau. Dans Les Mille, il dira à une mère en parlant de son enfant: « Bonne mère, si ton fils sait beaucoup de choses, méfie-toi de tout ce qu'il sait. » Méfie-toi de tout ce qu'il sait. Le savoir est une catastrophe, même la pensée est une catastrophe. Rousseau dit: « Naturellement, l'homme ne pense guère, et même c'est une activité pour laquelle il n'a aucune espèce d'intérêt. » Bref, l'exercice de la pensée, de la réflexion, de la culture, du savoir, de la connaissance, tout cela est totalement artificiel en nous. Et par conséquent, évidemment, tout cela doit être révoqué, ou en tous les cas, même si la chose est plus complexe, il faut tenter au maximum d'en protéger les générations qui nous suivent. Et c'est tout l'exercice que propose Rousseau dans un traité de pédagogie absolument extraordinaire, un de ses grands ouvrages qui s'appelle L'Émile ou de l'éducation. Alors si j'ai un seul conseil à vous donner ce soir, eh bien, c'est celui de relire Rousseau et de relire L'Émile. Si vous voulez comprendre l'éducation nationale d'aujourd'hui, tout est dans l'Émile, mais vraiment avec une précision absolument extraordinaire. Tout est dans l'Émile. Ne lisez pas le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui est d'une lecture par ailleurs assez rébarbative. Lisez l'Émile, le programme du ministère est là, même si les ministres ne sont pas non plus au courant. Alors évidemment, si vous pensez que la culture est une malédiction pour la nature humaine, ça renverse totalement l'idée que vous allez vous faire de l'éducation. Et c'est ce que Rousseau veut nous montrer dans l'Émile, où il raconte l'éducation d'un enfant qui s'appelle Émile, donc c'est une fiction. Et Rousseau se met à la place du précepteur de cet enfant. Alors, quelle est la première chose que fait le précepteur? Évidemment, il faut arracher l'enfant à la société des hommes. Et notamment, il faut l'arracher à ce lieu qui est le plus dangereux d'entre tous, parce que c'est un lieu presque naturel de transmission. Il faut l'arracher au déterminisme familial, comme disait M. Payon. Il faut le retirer loin de sa famille. Alors, de fait, dans l'Émile, c'est très pratique, ses parents sont morts, le pauvre enfant. Mais, dit Rousseau, en fait, ça importe peu. Il m'importe peu qu'il ait ses parents, écrit Rousseau.
De toute façon, dit-il, en se mettant à la place du précepteur, s'il avait ses parents, il faudrait qu'il honore ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi. Regardez déjà un premier trait fondamental donc, de cette école qui, en se mettant encore une fois dans les mots de Vincent Peillon, se met dans la peau d'un État qui doit arracher l'enfant à sa famille pour l'émanciper et le libérer. Il doit honorer ses parents peut-être, mais il ne doit obéir qu'à moi. On enlève l'enfant, on l'emmène, en tous les cas, on l'emmène loin de la société des hommes, dans la nature, dans la campagne, et là, eh bien, on va se préoccuper de son éducation, mais d'une éducation que Rousseau appelle lui-même l'éducation négative, dont le principe est posé de la manière suivante: je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. Vous voyez que le programme est en passe d'être réussi. Je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. Alors, il s'agit évidemment de protéger le plus possible l'enfant de toute l'influence de la culture, qui n'est qu'une perversion possible pour Émile. Il y a quelques principes qui vont guider l'éducation rousseauiste. Le premier principe, c'est la liberté absolue de l'enfant. Ne lui commandez jamais rien, jamais quoi que ce soit, dit Rousseau à l'adulte en parlant de l'enfant. Ne jamais rien lui imposer, ne jamais le contraindre en rien. Il faut préparer de loin le règne de sa liberté. Ça suppose d'établir entre l'adulte et l'enfant une relation pédagogique qui ne soit fondée que sur ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre la devise républicaine, la fraternité. L'autorité, peut-être, doit avoir lieu dans la pédagogie, mais elle ne peut avoir qu'une seule définition, nous dit Rousseau. L'autorité signifie, être aimé de l'enfant. Vous voyez comme c'est incroyablement moderne. L'autorité signifie être aimé de l'enfant. Là aussi, combien de parents, d'éducateurs sont, avec beaucoup de générosité, hantés par cette préoccupation d'être en permanence cautionnés par leur enfant, car si vous imposez à un enfant quelque chose qu'il n'accepte pas lui-même, qu'est-ce que c'est sinon de la violence et de la coercition, nous dit Rousseau. Il ne faut jamais rien imposer à l'enfant. Il faut qu'il soit entraîné, en un sens, par l'amitié qu'il a pour vous, par l'amour qu'il vous porte, mais surtout ne jamais employer un autre type de méthode d'autorité, car ce serait de la coercition à l'état pur. Et pour que cette autorité soit respectée dans son caractère précisément de fraternité, eh bien, il faut que s'établisse entre l'adulte et l'enfant une égalité absolue. Rousseau est celui qui remplace la figure du père, la figure de la paternité, par la figure du père, la figure de la parité, la figure de l'égalité entre l'adulte et l'enfant. Faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent, nous dit Rousseau, en parlant de la relation entre l'adulte et l'enfant. Alors, égalité définitive dans tous les rapports, y compris, évidemment, vous l'aurez compris, dans le rapport au savoir. C'est là que nous arrivons au point central. Il ne faut surtout pas que l'adulte se prévale d'un savoir que l'enfant n'aurait pas. Ce serait une catastrophe. Alors, je ne sais pas, prenons un exemple, parmi mille autres, on pourrait en prendre beaucoup, mais un exemple parmi d'autres. Émile, par exemple, c'est une scène qui se déroule au moment où il a 8 ans. Nous marchons au bord d'une rivière. C'est évidemment très, très bucolique et très champêtre. Il faut surtout, ancêtre de l'enseignement pratique interdisciplinaire, ne surtout pas faire des cours magistraux. Mettez toutes vos leçons en action plutôt qu'en discours, dit Rousseau, ce qui pourrait servir de devise à la récente réforme du collège. Mettez toutes vos actions... Mettez toutes vos leçons en action plutôt qu'en discours. Donc, action, nous marchons au bord d'une rivière et Émile joue avec un bâton, comme souvent les enfants de son âge. Il a un petit bâton qui est tout droit, et quand il le met dans l'eau, il se rend compte que le bâton, qui est droit en dehors de l'eau, a l'air dans l'eau d'être courbé. Illusion d'optique tout à fait classique, due aux lois de la réfraction. L'enfant dit, raconte Rousseau, l'enfant dit « je ne comprends pas ». Évidemment, vous m'aurez compris, la catastrophe absolue, ce serait que l'adulte réponde « mais attends, je vais t'expliquer, c'est très simple, assieds-toi là, c'est une illusion d'optique très classique, due aux lois de la réfraction, petit schéma, et tu apprendras tout ça pour demain ». Non, surtout pas. L'enfant dit « je ne comprends pas », l'adulte doit répondre « je ne comprends pas non plus, cherchons ensemble ». À l'IUFM, on nous disait « il ne faut pas qu'il y ait dans l'espace-classe un sachant et des apprenants ». Bon, c'était beaucoup moins bien dit, mais c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas, l'adulte répond, je ne comprends pas non plus, cherchons ensemble. Et nous allons, dit Rousseau, réinventer l'optique autour de ce bâton. Émile ne saura pas l'optique où je veux qu'il l'apprenne de lui-même. Alors vous vous dites, et c'est là la générosité des grands auteurs, vous vous dites que ça va lui prendre beaucoup de temps. Et vous vous dites que sans doute il ne va jamais y arriver. Je vous entends d'ici, dit Rousseau. Eh bien vous avez raison. Mais alors quel est le problème? De toute façon, ça sert à quoi de savoir l'optique? Sérieusement. À quoi ça sert de savoir l'optique? Vous mettez, dit Rousseau, vous mettez vos enfants dans les bons lycées de Fontainebleau, vous les mettez dans les bonnes classes et dans les bonnes filières scientifiques, et vous êtes tout fiers de pouvoir passer votre été à dire que votre fils ou votre fille ou vos petits-enfants ont eu mention très bien au bac S et qu'ils connaissent par cœur toutes les lois de la réfraction. Mais en fait, dit Rousseau, vous en faites des perroquets. Vous leur apprenez à répéter par cœur des choses qui n'ont aucun sens pour eux, des choses qui n'ont aucun intérêt pour eux. Vous en faites des marionnettes, vous leur apprenez à jouer dès leur plus jeune âge le jeu de la compétition sociale. Parce qu'en fait, de quoi est-il exactement question? Pas du tout des lois de l'optique.
Ce dont il est exactement question depuis la classe de maternelle, c'est exactement de cette inquiétude que vous manifestez chaque jour au retour de l'école. Alors mon petit, est-ce que tu as eu des bonnes notes aujourd'hui? Est-ce que tu es le premier de ta classe? C'est-à-dire, au fond, derrière la culture, vous leur apprenez à jouer ce jeu de la compétition sociale où l'on apprend à se comparer les uns aux autres sans arrêt, à tenter de dominer l'autre. En fait, ce qui est en jeu dans l'optique, ça n'est pas du tout l'optique, dit Rousseau, c'est un prétexte. La culture, comme toujours, est un lieu de compétition et un prétexte à la compétition. Vos enfants n'ont aucun intérêt pour l'optique et ils ont bien raison parce qu'en soi, ça n'a aucun intérêt et en soi, ça ne leur servira probablement jamais à rien. Ce qui compte, dit Rousseau, maintenant c'est très sérieux, c'est pas que Émile connaisse l'optique. Ce qui compte, c'est que le jour où il en aura besoin, il sache la trouver par lui-même. Ça, pour le coup, ça lui sera utile. Ce qui compte, ça n'est pas qu'il apprenne tout un tas de connaissances, et d'ailleurs, en les lui apprenant, vous le rendez passif. Vous le rendez incapable de produire, vous le rendez incapable de créer. Ce qui compte, c'est que vous lui disiez, allez mon petit, apprends à créer tout seul le savoir dont tu as besoin. Au fond, apprendre l'optique, ça ne sert à rien. Alors là, pour le coup, ce rapport utilitaire au savoir que Rousseau propose dans les Mythes, je crois que nous le partageons tous, mais vraiment tous, en tout cas, qu'il habite très profondément notre inconscient collectif. J'ai été, je ne sais pas, il y a quelques semaines de cela à l'Assemblée nationale pour rencontrer des parlementaires qui voulaient réfléchir sur les questions d'éducation. Et il y a un parlementaire qui me dit, bon, écoutez, c'est très simple, la réforme de l'école. C'est extrêmement simple. On va prendre tous les contenus de connaissances qui sont enseignés à l'école et tout ce qui n'est pas directement utile au monde de l'entreprise, on le supprime. Alors il prenait comme exemple le fait d'avoir dû apprendre à jouer du pipeau quand il était en 5e. Vous savez, quand on était en 5e, on nous a mis une flûte en plastique dans les doigts pour nous apprendre les rudiments du solfège et de la notation musicale. Moi, j'ai trouvé que c'était un exemple bizarrement choisi, parce que quand on est parlementaire français aujourd'hui, jouer du pipeau semble une compétence professionnelle assez décisive. Non, mais j'ai pas osé lui répondre ça, vous devriez pas applaudir, parce que c'était très mal poli. J'espère que c'est pas du tout filmé, parce que sinon... Bon, vous le répéterez pas alors, hein, dans ce cas. Enfin bon, toujours est-il que, passons, pour le pipeau, d'accord, quand on n'est pas parlementaire français, il semble bien que ça ne serve effectivement pas à grand-chose. Mais si on accepte ce critère, bon c'est facile, il y a des disciplines qu'on va pouvoir aisément supprimer. Par exemple, la philosophie, dont la contribution au PIB national est absolument nulle. Mais d'accord, acceptons ce critère ensemble, très bien. Jouons le jeu que nous propose ce parlementaire et qu'indirectement nous propose Jean-Jacques Rousseau. Jouons à analyser l'école à travers ce critère et posons-nous ensemble cette simple question. De tout ce que vous avez appris à l'école, au collège et au lycée, qu'est-ce qui vous a été un jour directement utile dans votre vie professionnelle? En général, quand on se pose cette question, il suffit de 3 ou 4 secondes pour éprouver une sorte de gigantesque vertige dépressif. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a probablement passé 15 ans de notre vie pour pas grand-chose, et peut-être même pour quasiment rien. Parce que la plupart des choses que nous avons apprises à l'école ne nous ont jamais été directement utiles. Et d'ailleurs, regardez la schizophrénie du système éducatif contemporain. Nous le voyons bien quand nous étions élèves, je le voyais bien, je m'en souviens très bien. Nos enseignants essayaient de défendre leur propre mission à partir de cette vocation utilitaire de l'école. Alors il y a des matières qui étaient plus dures à défendre, mais il y en a qui étaient plus faciles à défendre. Par exemple l'anglais. L'anglais c'était vraiment, ça pour le coup, c'était une matière très facile à défendre et les professeurs et nos parents étaient très contents de pouvoir nous dire « Ah mon petit, il faut que tu apprennes l'anglais, parce que si tu ne parles pas parfaitement anglais demain, mon petit, on vit dans un monde mondialisé. Si tu ne parles pas parfaitement anglais demain, jamais tu n'auras un métier. Tu ne peux plus faire un métier aujourd'hui sans parler anglais. C'est impossible. Impossible. » C'était évidemment complètement faux. D'abord parce qu'il y a des métiers qu'on peut faire évidemment sans parler anglais, par exemple professeur de philosophie, mais il y a aussi beaucoup d'autres métiers pour lesquels on aurait pu apprendre sur le tard les rudiments d'un anglais professionnel nécessaire à l'exercice d'une pratique particulière. Donc, en fait, cet argument ne tient pas. Et si on veut fonder l'école sur sa vocation utilitaire, de fait, ça ne fonctionne pas. Et notamment, parce que nous sommes arrivés dans une époque qui vient accomplir de manière très mystérieuse et très étonnante le rêve rousseauiste. D'une manière aussi très paradoxale, nous arrivons dans l'époque du numérique. Et là, vous voyez, c'est là la raison exacte pour laquelle le numérique est la grande utopie de l'éducation nationale d'aujourd'hui. Maintenant qu'il y a Internet. Mais alors maintenant, c'est absolument certain. Nos élèves sont définitivement délivrés de la tâche pénible d'apprendre des contenus de connaissances. Puisque tout le savoir est sur Internet, le jour où ils auront besoin d'une connaissance particulière, ils iront la trouver sur le web. Ils iront la trouver sur Internet. À quoi ça sert d'apprendre par cœur des choses que vous pouvez trouver partout? Ce qui compte donc, ça n'est pas d'apprendre des connaissances. Ce qui compte, c'est d'apprendre à nos élèves à apprendre par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la réforme du collège qui vient, là encore, on va remplacer des heures de cours disciplinaires par des heures qu'on appelle d'accompagnement personnalisé, qui sont en fait des heures de méthode. Et dans la méthodologie, le plus important, c'est apprendre à chercher sur Internet,
apprendre à faire le tri des informations, apprendre à aller d'une interrogation à son résultat en passant par le web. Vous voyez, c'est la fascination contemporaine. Et de manière très paradoxale, c'est la grande fascination dont nous héritons directement de Rousseau. Paradoxal parce que Rousseau n'était pas un grand admirateur de la technique, mais c'est par la technique que le rêve rousseauiste s'accomplit. Et ce rêve rousseauiste, encore une fois, et je le redis, c'est celui de l'immédiateté. Rousseau, c'est celui qui, disait Stravinsky, a toute son œuvre tenté de restaurer le règne de l'immédiateté. Tous les intermédiaires qui nous accompagnent, toutes les médiations qui nous entourent sont autant de pollutions pour notre nature. Ce qu'il faudrait, c'est laisser l'enfant être immédiatement lui-même, être immédiatement ce qu'il est, laisser l'enfant être naturel. Et vous voyez bien, dit Rousseau, que tout ce que nous imposons de culture à un enfant le prive de sa spontanéité initiale, de sa spontanéité originaire. Vous voyez bien que toute l'autorité dont nous environnons un enfant le prive de sa liberté d'origine. Par conséquent, ce qui compte, c'est de permettre à l'enfant d'accéder par lui-même au savoir, sans intermédiaire et sans médiation. Et c'est encore une fois ce que nous propose le numérique. C'est le grand plan numérique qui vient d'être dévoilé, nous allons acheter des tablettes informatiques à tous les élèves de 5e. On ne sait pas trop encore comment on va s'en servir, mais on va quand même acheter ces tablettes parce que les tablettes, c'est bien. Les tablettes, c'est le bien. Parce que grâce aux tablettes que vous allez indirectement leur offrir, naturellement, vos enfants et vos petits-enfants sont enfin débarrassés de nous. Ils sont enfin débarrassés de vous. Ils sont enfin débarrassés de tout intermédiaire dans le rapport à la connaissance. Désormais, ils pourront aller eux-mêmes au savoir, être les producteurs de leur propre savoir, sans avoir à dépendre de l'autorité d'un adulte, sans avoir à dépendre de l'intermédiaire pénible et encombrant d'un enseignant ou d'un parent. Voilà pourquoi, en accomplissant le règne de l'immédiateté, le numérique accomplit la promesse de Rousseau, et voilà pourquoi il est notre grande utopie. À quoi sert-il encore d'apprendre, puisque tout est désormais sur Internet ? C'est ce que disait un inspecteur d'histoire, un collègue qui me racontait la chose il y a 2 semaines de cela, qui vient d'être inspecté. L'inspecteur, à la fin du cours, dit à ce collègue, enfin, pourquoi faites-vous encore apprendre des dates par cœur à vos élèves ? De toute façon, elles sont toutes sur Wikipédia. Donc le jour où ils auront besoin de trouver une date dans l'histoire, ils iront la trouver sur Internet, et c'est ça qui compte le plus. Vous voyez, la logique de l'immédiateté, elle est à rebours de la logique de la mémoire, elle est à rebours de la logique du par cœur, de la pénibilité du par cœur et de la mémorisation. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes en train de l'accomplir. Si vous voulez, la logique de l'immédiateté numérique, elle s'oppose en tout point à la logique d'un autre objet qui est à la fois l'objet du mépris de Rousseau, en tous les cas de la crainte de Rousseau et peut-être de la déconstruction cartésienne s'il fallait trouver des points communs. Précisément, cet objet, c'est le livre. Le livre, c'est l'incarnation de la culture. Lire un livre, précisément, c'est justement rencontrer l'autorité d'un auteur et faire confiance par principe à l'autorité d'un auteur, quitte à être déçu ensuite. Mais enfin, quand vous ouvrez un livre, vous acceptez précisément, en dehors de cette logique de l'immédiateté, de prendre du temps pour faire avec un auteur un certain chemin, une certaine distance. Lire un livre, ça suppose d'aller du premier au dernier mot et donc de suivre avec l'auteur le chemin qu'il vous propose. Lire un livre, c'est précisément faire l'expérience de cette médiation, de cet intermédiaire nécessaire entre vous et la connaissance. Et c'est exactement ce que Rousseau veut déconstruire. Parce que le livre nous place sous la tutelle de l'auteur, le livre nous place sous l'autorité de la culture. Et par conséquent, il faut écarter les livres. Surtout pas de livres pour Émile. Jusqu'à 15 ans, Émile n'a pas le droit de toucher un livre. À 15 ans, il a le droit de lire un livre. Un seul, pendant 3 ans. Il y a intérêt à ce que ce soit intéressant, hein. Alors si vous deviez donner un livre à lire à un enfant pendant 3 ans, le même, vous donneriez quoi ? Je ne sais pas, peut-être la Bible, ou bien l'Iliade de l'Odyssée, ou bien... non, rien de tout cela, dit Rousseau, ni Pline, ni Buffon, Robinson Crusoe. Et pourquoi Robinson Crusoe ? Rousseau sait qu'il va choquer en prenant en plus un roman qui vient de paraître à son époque. Pourquoi Robinson Crusoe ? Parce que le but de Rousseau, c'est de transformer son élève en Robinson Crusoe. Regardez Robinson Crusoe sur son île déserte qui n'a aucune espèce d'intérêt pour les lois générales de l'optique. Robinson Crusoe sur son île déserte se moque complètement de la culture générale dans son apparente gratuité. Il s'en moque éperdument. Il se moque précisément des livres. On pose souvent cette question complètement absurde. Quel livre vous emmèneriez si vous deviez aller sur une île déserte ? Enfin, si vous arrivez sur une île déserte, la dernière des choses dont vous pouvez vous servir, c'est vraiment d'un livre, hein. Et si jamais, par extraordinaire, vous arriviez sur une île déserte avec un livre, la meilleure des choses que vous puissiez en faire, c'est de le brûler pour faire du feu. Parce que sur une île déserte, précisément, la seule chose qui compte pour vous, c'est de survivre, c'est-à-dire de trouver dans l'environnement immédiat de quoi vous défendre des dangers extérieurs et produire votre propre subsistance pour survivre et vivre le moins mal possible.
Et c'est la situation de Robinson Crusoe. Ce qui compte pour Robinson Crusoe, ça n'est pas d'avoir une culture encyclopédique, mais c'est de savoir produire par lui-même le savoir pratique dont il a besoin, le savoir utile qui lui sera nécessaire. Eh bien, Émile doit ressembler à Robinson Crusoe. Aussi solitaire que Robinson à l'intérieur de la société, Émile ne dépend de personne, il est vraiment libre, il est vraiment préservé de la pollution de la culture, en ce sens qu'il sait produire par lui-même le savoir qui lui est utile et seulement le savoir qui lui est utile. Quand Émile a 17 ans, Rousseau nous livre de son élève un portrait robot très étonnant qui pourrait paraître déprimé, mais qui en fait est un portrait robot élogieux. C'est le portrait de l'élève idéal. Et à bien des égards, c'est là qu'encore une fois on reconnaît la générosité des grands auteurs, Rousseau nous annonce l'élève qui va naître du programme pédagogique que nous avons appliqué, là où nous avons appliqué ce programme jusqu'au bout, c'est-à-dire précisément dans toutes les zones les plus défavorisées de notre République, là où nous avons vraiment rompu avec la transmission, là où il n'y a pas eu des familles vigilantes derrière pour exiger de l'école qu'elle continue à transmettre la culture, nous avons été rousseauistes jusqu'au bout et d'une certaine façon, nous voyons Émile sortir de nos établissements scolaires. Voici ce que Rousseau nous dit de son élève. Émile a peu de connaissances, mais toutes celles qu'il a sont véritablement siennes. Il sait peu généraliser d'idées, peu faire d'abstraction. Émile ne sait ce que c'est que métaphysique ou morale. Il ne connaît pas même le nom de l'histoire. Il n'a aucune idée des relations morales de l'homme à l'homme, mais il sait tout des relations utiles de l'homme aux choses. Il me suffit qu'il sache trouver l'aquabon sur tout ce qu'il croit et le pourquoi sur tout ce qu'il sait. Et enfin, cette conclusion absolument terrible, Émile est seul dans la société des hommes, il croit ne rien devoir à personne, il ne compte que sur lui seul. Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature, c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes. Extraordinaire définition que Rousseau nous donne de son élève, et encore une fois, une définition idéale. C'est le projet de Rousseau, et évidemment, c'est le projet du bon sauvage que nous décrit Rousseau. Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature, c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes. Il est seul dans la société des hommes, il ne compte que sur lui seul. C'est très frappant de lire cette description, parce que vous voyez, j'avais lu évidemment l'Émile quand j'étais étudiant, mais le relire comme enseignant, au moment où je commençais à enseigner dans les zones urbaines sensibles, eh bien, a été pour moi un frisson presque de chaque page, et c'est ce frisson que j'ai essayé de partager dans Les Déshérités. Je crois que nous avons été doublement injustes envers ces déshérités. D'abord, en un sens, en les privant de la culture, sans laquelle précisément l'homme est condamné à perdurer dans cet état de sauvagerie, en quelque sorte, et ensuite en les accusant de cette sauvagerie que nous voyons poindre partout, en les accusant d'être responsables de cet ensauvagement du monde que les médias ne cessent de nous décrire, alors qu'ils en sont bien plus tôt, j'en suis absolument convaincu, les premières victimes. Alors, pour le comprendre, eh bien, et je voudrais utiliser les 20 minutes qui me restent, avant de répondre à vos questions, pour le comprendre, je crois qu'il faut tenter d'identifier ce qui est, me semble-t-il, la tâche aveugle, l'oubli fondamental des propositions de Rousseau et peut-être aussi de celles de Descartes. Alors, je suis obligé de sauter à pieds joints sur le dernier auteur, j'en suis désolé, parce que sinon on n'aura pas du tout le temps de faire ce petit travail de refondation qui est malgré tout important. Ce dernier auteur, on peut lui emprunter une seule expression qui nous est là encore très familière. Ce dernier auteur, c'est Pierre Bourdieu, qui est à la fois le plus proche de nous par le temps et aussi certainement par le vocabulaire, justement. Pierre Bourdieu qui publiait il y a exactement 50 ans, 51 ans maintenant, en 1964, le premier de ses grands ouvrages majeurs sur l'éducation, en collaboration avec Jean-Claude Passon, qui s'appelait « Les héritiers ». Dans Les héritiers, Bourdieu dénonce la culture comme une occasion de ségrégation sociale. C'était là aussi le grand leitmotiv de l'IUFM. Par exemple, quand nous mettons des notes à nos élèves, le débat sur la notation en France est totalement bourdieusien. Quand nous mettons des notes à nos élèves, nous disaient les formateurs de l'IUFM, je cite de mémoire la phrase de l'un de nos formateurs, quand vous mettez des notes à vos élèves, nous disait-on, vous faites les capots du système ultralibéral et vous préparez pour les multinationales de demain les masses laborieuses résignées dans lesquelles elles iront se servir. Parce qu'évidemment, mettre des notes, c'est toujours mettre des mauvaises notes à certains élèves et donc les mettre du côté du prolétariat et non seulement les condamner au prolétariat, auquel ils sont d'ailleurs toujours déjà condamnés, précisément par le fait qu'ils ne sont pas les héritiers de la culture dominante, non seulement les condamner à leur relégation sociale, mais en plus justifier leur relégation sociale. C'est là le vice suprême de l'école. C'est là ce qui fait que l'école est tout entière de la violence, que l'école est une institution de violence, nous dit Bourdieu, et rien que cela. La culture, c'est de la violence, la culture, c'est de la ségrégation, la culture, c'est un outil de distinction. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur d'une culture ? Eh bien, on produit des distinctions.
Et ces distinctions nous distinguent. Si vous savez distinguer Beethoven de Chopin, c'est que vous êtes quelqu'un de très distingué. C'est que vous faites partie de l'élite et que vous méritez, par exemple, de faire des études dans cette brillante école. Vous faites partie de ceux qui sont du côté du manche. Alors que si vous ne savez pas distinguer un grand air d'opéra d'un morceau tout à fait pompier et banal et sans intérêt, à l'inverse, on reconnaîtra immédiatement que vous n'êtes pas du côté des dominants, dit Bourdieu, et on vous condamnera à la relégation. Et c'est ce que l'école fait toute la journée, c'est ce que les enseignants font toute la journée. En fait, la culture, dit Bourdieu, dans un vocabulaire purement marxiste, la culture est un capital comme un autre. Et le capital, c'est ce qui distingue ceux qui sont du côté des possédants, des dominants, et ceux qui sont du côté des opprimés et des dominés. La culture est un capital. Et cette expression de capital culturel, qui nous vient directement de Bourdieu et de la tradition marxiste, elle travaille profondément tous les débats sur l'éducation. Parler de capital culturel, c'est une banalité absolue. Tout le monde aujourd'hui parle de capital culturel, droite et gauche confondues d'ailleurs. Tout le monde parle de la culture dans le vocabulaire du capital, pour être plus précis encore, c'est-à-dire dans le vocabulaire de l'avoir. À l'école, on nous demande maintenant de cocher des cases innombrables sur des formulaires Internet pour dire si nos élèves ont bien les acquis culturels que nous sommes censés leur permettre de développer. La culture est un certain nombre d'acquis. La culture, c'est aussi, expression que j'aime par-dessus tout, un bagage, le bagage culturel. Cette expression dit tout. Vous voyez, je pense que globalement, beaucoup de gens, si on faisait un sondage, peut-être 95% des Français seraient d'accord avec l'idée que l'école doit transmettre à tous les enfants le bagage culturel nécessaire pour s'en sortir dans la vie. Et peut-être en particulier dans l'intégration et dans l'insertion professionnelle. Voilà, ce serait une phrase qui probablement ne choquerait personne. Et pourtant, je crois qu'elle est symptomatique de cet oubli qu'il nous faut maintenant mettre au jour. Parce que, justement, la culture n'est pas un bagage. Et remarquez-le avec moi, quand nous décrivons la culture comme un bagage, en fait, par principe, nous la condamnons. Pour une raison très simple, c'est que quand vous partez en vacances, il est parfaitement rationnel de faire votre bagage. Mais remarquez-le avec moi aussi, quand vous partez en vacances, il est très rationnel de faire le bagage le plus léger possible. Parce qu'un bagage, c'est pénible, c'est encombrant. Un bagage, ça gêne votre liberté de mouvement. Si donc la culture est un bagage, nous avons tout à fait raison d'éviter au maximum à ceux qui nous suivent de porter ce fardeau pénible et encombrant du bagage culturel amassé et stocké depuis des millénaires par les générations qui nous ont précédés. Et puis un bagage, constatez-le là encore avec moi, est détachable de celui qui le porte. Vous pouvez vous faire voler votre bagage et vous ne cessez pas d'être vous-même. Vous pouvez également, et c'est peut-être le but de la vie, devenir un jour assez riche ou assez puissant pour que quelqu'un porte votre bagage à votre place. Et par conséquent, si la culture est un bagage, nous avons tout à fait raison de confier ce bagage à quelqu'un qui pourra le porter à notre place, c'est-à-dire à Internet. Si Internet pouvait stocker pour nous ce fardeau encombrant des données accumulées depuis des générations et depuis des millénaires par ceux qui nous ont précédés, nous avons tout à fait raison de confier à Internet la tâche de porter ce fardeau à notre place. Et désormais, l'école est délivrée de la tâche pénible de transmettre des connaissances, et les élèves surtout sont délivrés de la tâche pénible de les retenir pour eux-mêmes. Maintenant, ils vont pouvoir, me disait un précédent ministre de l'Éducation nationale sur un plateau de télévision, rendez-vous compte, maintenant qu'il y a Internet, les élèves à l'école n'ont plus besoin d'apprendre, ils vont pouvoir faire toute autre chose, ils vont pouvoir danser leur vie. C'était très joli comme métaphore. Et bien justement, on ne danse pas avec des valises. Voilà. Donc, si la culture est un bagage, il faut effectivement nous prémunir au maximum du poids de ce pénible encombrement. Précisément, je crois que la culture n'est pas un bagage, que la culture ne se laisse pas décrire dans le vocabulaire de l'avoir, parce que la culture n'est pas détachable de ce que nous sommes. La culture ne se laisse décrire que dans le vocabulaire de l'être, et c'est ce que j'aimerais démontrer maintenant de manière aussi brève et aussi simple que possible. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Que serions-nous aujourd'hui, que seriez-vous aujourd'hui, sans la culture qui vous a été transmise, sans la culture que nous avons reçue ? Alors, par la culture ici, je n'entends pas le fait de pratiquer les beaux-arts ou d'aller à l'opéra, évidemment, mais de manière beaucoup plus générale, on pourrait définir, même si c'est un peu approximatif, la culture comme tout ce que les hommes ajoutent à la nature. Et prenez par exemple cette première forme de la culture sur laquelle nous pouvons nous concentrer un moment, le langage. Le langage est une production culturelle. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des langages, il y a une pluralité de langues, et ces langues sont toutes des artifices culturels produits, là encore, dans l'histoire des hommes, avec tout ce que cela peut comporter de faiblesse, de fragilité et de contingence. Et nous pouvons, dans le droit fil de ce que nous avons montré jusque-là, nous pouvons évidemment regarder le langage comme une aliénation de notre liberté. C'est ce que le XXe siècle a fait dans le droit fil de ce que nous venons de montrer. La culture comme privation de liberté, le langage comme privation de liberté.
C'est ce que disait Roland Barthes, par exemple, professeur au Collège de France. Roland Barthes commençait son cours inaugural par cette affirmation assez provocatrice. La langue, disait Barthes, la langue est fasciste. Pourquoi la langue est-elle fasciste ? D'abord parce qu'elle s'impose à vous. Quand vous étiez petit, on vous a imposé la langue que vous parlez aujourd'hui. Et vos parents, dans une espèce d'arbitraire culturel complètement dépourvu de scrupules et parfaitement inconscient, vous ont imposé, sans vous demander votre avis, leur propre langue, comme par hasard, qui est devenue votre langue maternelle. On aurait pu vous consulter sur ce point. Mais non, on vous l'a imposé précisément sans discussion. Bref, c'est donc votre langue et vous avez non pas choisi de la parler, mais vous avez été condamné en quelque sorte à la parler. Et vous avez appris à parler. Et vous vous êtes rendu compte très vite qu'apprendre à parler une langue, c'est toujours apprendre à bien la parler. Parce que dans une langue, il y a des règles. Il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Et dès que vous avez commencé à parler, quand vous étiez petit, vous avez été, comme moi sans doute, parfois repris, et parfois sévèrement repris, pour avoir dit des choses qui ne se disent pas. Et après, comble du traumatisme, vous avez été à l'école. Et comme nous vivions dans une époque barbare où n'existait pas encore l'évaluation bienveillante avec des gommettes et des smileys, eh bien, vous avez eu des notes, et même parfois des mauvaises notes. Vous avez eu du rouge sur vos copies. Et vous avez dû vous rendre à cette évidence atroce que parler une langue, écrire une langue, suppose de se plier presque à chaque instant à une infinité de règles, des règles d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de règles, soit dit en passant, complètement arbitraires. Il n'y a aucune raison de fond pour lesquelles on écrit chou avec un X plutôt qu'avec un S, bien sûr. Mais enfin, c'est comme ça, on l'écrit avec un X. Et il faut l'écrire ainsi, sans quoi on est, encore une fois, repris. Rendez-vous compte que à chaque instant où vous parlez, et même pas simplement à chaque instant où vous parlez, à chaque instant où vous pensez, vous pliez votre pensée à cette discipline de la langue. Depuis que j'ai commencé à parler ce soir devant vous, eh bien, je me suis plié à un nombre incalculable de ces règles, sans lesquelles d'ailleurs vous ne me comprendriez pas, sans lesquelles surtout vous me jugeriez très mal. Si je faisais mal les liaisons, si je mettais les mots dans le mauvais ordre, évidemment, je serais exclu de la société. Par conséquent, je suis obligé de me plier à ces règles dès l'instant où je commence à penser. Rendez-vous compte, l'idée la plus personnelle que vous avez, l'intuition la plus intérieure, l'émotion la plus intime, vous êtes obligé de l'enfermer dans cette discipline et dans ce carcan que la langue vous impose. Bref, la langue saisit tout dans sa discipline, toutes vos pensées, toutes vos idées, tout ce que vous êtes. Elle est donc totalitaire, elle est fasciste. De telle sorte, conclut Roland Barthes, qu'il ne peut y avoir de liberté qu'en dehors de la langue. Eh bien, précisément, toute la question est là. Où se trouve cette liberté en dehors de la langue ? Et reposons-nous maintenant la même question, au fond, appliquée à ce cas particulier de la langue. Est-ce que nous serions plus libres aujourd'hui ? Est-ce que nous penserions plus librement ? Est-ce que vous penseriez plus par vous-même ? Est-ce que vous penseriez tout court sans la langue qui vous a été transmise ? Eh bien, la réponse est évidemment non. Et parvenu à ce point, nous touchons exactement ce qui est au cœur de l'oubli contemporain, ce grand mystère qui est au cœur de l'expérience humaine et que j'appellerais humblement, si vous voulez, le mystère de la médiation, qui veut que l'homme est précisément, par nature, un être de médiation. Que l'homme, on pourrait le dire autrement, est par nature un être de culture, tout autre chose qu'un être d'immédiateté. C'est un grand mystère, que ce qui est au cœur de l'expérience humaine, c'est que nous sommes incapables d'être immédiatement nous-mêmes. C'est très étonnant. Si vous voulez, pour le comprendre, on pourrait dire que c'est peut-être la grande différence qui nous distingue d'avec l'animal. Évidemment, il faudrait des heures pour parler de l'animal, c'est une question tellement passionnante et fascinante. Pardonnez-moi encore une fois d'être trop schématique, mais pour le dire à très grands traits, on pourrait dire que l'animal est par nature un être d'immédiateté, alors que l'homme est par nature un être de médiation. Et ça rend d'ailleurs l'animal tout à fait fascinant pour nous. Je ne sais pas, on pourrait en prendre une infinité d'exemples, mais prenons un exemple que j'affectionne particulièrement, l'exemple du coucou. Vous connaissez peut-être l'espèce du coucou, le coucou gris par exemple, le coucou le plus répandu. Le coucou est une espèce parasite, donc les coucous ne font pas leur nid, comme vous le savez sans doute. Les coucous pondent leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau. Par exemple, je sais pas, la petite merlette a fait son nid et puis elle est partie chercher, après avoir pondu ses œufs, de la nourriture ou des brindilles. Et pendant ce temps-là, la maman coucou passe dans le nid de la petite merlette et elle pond son œuf au milieu des œufs de la petite merlette. Alors la petite merlette revient. Elle n'a rien compris à l'histoire, de toute façon elle ne sait pas compter, et donc elle couvre tous les œufs, y compris le petit coucou. Alors il se trouve que biologiquement, le petit coucou arrive à maturité plus vite que les autres oiseaux, et donc il casse sa coquille, il sort la tête de sa coquille, et quelle est la première chose que fait le petit coucou quand il a sorti la tête de sa coquille ? Eh bien, il casse les autres œufs autour de lui, et il les jette par-dessus bord. Ouais, c'est pas très gentil. Mais c'est quand même absolument fascinant. La question qui est posée est la suivante.
qui a expliqué au petit coucou ce qu'il devait faire pour éliminer ses concurrents dans la lutte pour la survie. Et c'est absolument incroyable. Ça veut dire que le petit coucou, dès la seconde où il naît, il sait exactement ce qu'il a à faire. On pourrait dire que toutes les facultés qui sont le propre de son espèce, de cette espèce parasite qui est le coucou gris, toutes les facultés qui sont le propre de son espèce, il les possède immédiatement, naturellement, sans avoir eu besoin d'un apprentissage, sans avoir eu besoin de s'entraîner, de s'exercer. Tout de suite, il sait exactement ce qu'il a à faire. Et ce qu'il a à faire, ça n'est pas rien du tout. C'est assez impressionnant. On pourrait dire qu'immédiatement, le petit coucou qui vient de naître est déjà un petit coucou parfait. Un petit coucou accompli. Vous voyez, il n'a pas besoin de faire une école des coucous. Il sait, c'est très frappant, il sait tout de suite ce qu'il a à faire. On pourrait multiplier les exemples. Les abeilles n'ont pas besoin de faire des écoles d'architecture pour apprendre à construire des rues. Et les araignées n'ont pas besoin de faire des écoles d'ingénieurs pour apprendre à tisser les toiles. Pourtant, quand vous regardez une toile d'araignée, c'est quand même un miracle d'équilibre. La petite araignée, elle sait immédiatement faire cela. Et évidemment, le propre de cette immédiateté de l'animal, c'est aussi justement une forme de fixité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre l'animal et lui-même, pas de distance entre l'animal et son propre savoir-faire. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais précisément une abeille architecte arriver un jour en disant « Tiens, si on faisait des ruches en gratte-ciel », ou bien une abeille marxiste qui arriverait en disant « On va faire la révolution, couper la tête à la reine et se répartir le capital commun entre ouvriers ». Ça ne se produit jamais. Jamais. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Oui. Et depuis qu'il y a des coucous et des merles, les coucous font le même coup aux merles et les merles se font toujours avoir par le coup du coucou. Toujours, toujours. Évidemment, à côté du coucou, le petit bébé humain apparaît quand même extrêmement ridicule. C'est-à-dire que le petit bébé humain, évidemment, il y a une part d'instinct en lui parce que nous participons de l'expérience animale. Donc le petit bébé humain, il sait pleurer pour dire qu'il a faim, il sait prendre la nourriture qu'on lui tend. Mais enfin, fondamentalement, vous voyez, par instinct et de manière immédiate, il n'y a quand même pas grand-chose qu'il sache faire. Et il y a quelques semaines, j'étais dans un hôtel un soir comme ça, alors dans un hôtel, je rentre après une conférence et un peu fatigué, etc. J'allume la télévision au hasard. Chose absurde, je tombe sur un documentaire animalier. Ça parlait des petits bouquetins. Et bon, après, je vais arrêter de parler d'animaux parce que... Enfin, le propre du philosophe d'Aristote, c'est de s'étonner. Et s'étonner, en grec, c'est le même verbe que s'émerveiller. Donc il faut s'émerveiller aussi de ce qu'il y a d'étonnant, justement. Les petits bouquetins, vous voyez, le documentaire dit qu'au bout de 48 heures après la naissance, ils gambadent dans la montagne comme ils le feront toute leur vie. C'est assez fascinant. Ils viennent de naître, et la montagne est très escarpée, relief compliqué, milieu accidenté. Le petit bouquetin qui vient de naître, il saute entre les rochers en équilibre instable 48 heures après la naissance. Et 48 heures plus tard, précisément, je vais dîner chez deux amis qui ont un petit bébé de 1 an et quelques, je sais pas. Et alors, le sujet de conversation quasiment exclusif du dîner, c'est que leur petit enfant commençait à marcher. Alors, c'était vraiment l'émerveillement incroyable, parce que le petit bébé marchait. Et alors, la prouesse du jour, c'est que il faisait 3 pas, et il s'arrêtait, et il repartait. Et là, c'était un truc incroyable. Il paraît que c'est un moment très important dans le processus de la marche. Il fait 3 pas, il s'arrête, il tombe pas, il fait 3 pas, il s'arrête, et il repart, vous voyez, au bout de 1 an et demi. Sur du terrain plat comme ça, de la moquette, quoi. Vous voyez. Enfin, quand même, franchement, le bouquetin est plus performant, quoi. Dans la montagne et tout, là, 24-48 heures, le petit bouquetin, il saute partout, le petit bébé, là. Alors, je voulais pas, évidemment, gêner les parents, ça aurait été un peu, évidemment, un peu choquant, bien sûr, mais quand même, c'est absolument frappant, oui. Précisément, c'est le signe d'abord de quelque chose qui nous humilie. Et ce mystère de la médiation, c'est d'abord le signe d'une déficience qui frappe l'expérience humaine. Que précisément, nous ne sommes pas capables de cette immédiateté qui caractérise l'instinct animal. Et pourtant, le petit bébé humain est le même petit bébé dont je plaisante ici en disant que c'est quand même pas une très grande prouesse de savoir marcher sur de la moquette, faire 3 pas et repartir au bout d'1 an et demi. Le petit bébé dont nous parlons, il est capable de faire des choses extraordinaires. Par sa nature, en tant qu'il est un être humain, il est capable de choses incroyables. Il est capable de penser, il est capable de parler, il est capable d'entrer en relation avec les autres, d'imaginer, d'inventer, de créer, il est capable d'aimer. Mais voilà, pour pouvoir accomplir toutes ces facultés qui lui appartiennent naturellement, parce qu'elles sont le propre de son espèce, eh bien, il aura d'abord besoin de rencontrer sur sa route un autre. Il aura besoin de rencontrer une altérité. Et même, il aura besoin de rencontrer une autorité. D'où lui viendra la culture qui précisément est indispensable à l'accomplissement de ce qu'il y a en nous de plus naturel. Nous n'aurions jamais commencé à penser sans les mots qui nous ont été transmis. Parce que la pensée ne sert pas seulement, la parole, le langage ne sert pas simplement à parler et à exprimer nos pensées, mais le langage sert à penser. Et même pas seulement à penser, mais le langage sert à voir le monde autour de nous et à voir ce qui se passe en nous.
C'est précisément la raison pour laquelle il est si important de recevoir, par exemple, un vocabulaire un peu étendu, de recevoir une langue un peu riche et complète. Et c'est précisément la raison pour laquelle il est si important de rencontrer d'autres langues. Parce que toutes les langues, c'est vrai, sont marquées par une forme de fragilité, par des limites, par des contingences. Et c'est pourquoi entrer dans un autre univers langagier, rencontrer d'autres langues vivantes et peut-être d'autres langues anciennes, eh bien c'est se laisser enrichir par ces langues d'une manière qui n'est pas simplement accessoire. Ça n'est pas d'un capital que l'on parle ici. S'il est tellement important d'apprendre l'anglais, ce n'est pas pour avoir un métier demain, mais c'est parce que l'anglais sait dire des choses que le français ne sait pas dire. Et par conséquent, parce que l'anglais peut nous aider à reconnaître dans le monde et en nous-mêmes des choses que le français ne nous aide pas à discerner. Je ne sais pas, on pourrait en prendre là encore une infinité d'exemples. En grec ancien, par exemple, comme vous le savez, il y a 3 mots pour dire le mot amour. Eros, philia, agapé. Eh bien, apprendre le grec ancien, c'est apprendre à reconnaître au fond de nos propres cœurs l'infinité des nuances qui distinguent le sentiment amoureux, qui distinguent tout ce qu'il y a dans ce que nous appelons avec notre pauvre vocabulaire l'amour. Voilà ce qui sépare celui qui a un vocabulaire étendu de celui qui a un vocabulaire pauvre. Pas seulement une position sociale, pas seulement un capital social, mais quelque chose de beaucoup plus essentiel. Il y a une étude qui est parue il y a exactement 2 mois et qui parle de cette injustice profonde que constitue la pauvreté du vocabulaire que l'on parle dans les lieux les plus déshérités de notre société. On a mesuré le nombre de mots de vocabulaire moyen, de vocabulaire courant d'un élève de 4e dans les zones les plus favorisées, dans les collèges de centre-ville et dans les zones les plus défavorisées, dans des collèges de banlieue. Eh bien, le ratio est de 1 à 7. Le ratio dans le nombre de vocabulaire, dans le nombre de mots du vocabulaire courant. Et ça, vous voyez, c'est une tragédie essentielle. Ce n'est pas simplement d'un capital social qu'il s'agit. Celui qui est privé d'un vocabulaire étendu est privé de sa propre vie intérieure, de son propre regard sur le monde. La différence entre celui qui sait dire aimer, aduler, chérir, affectionner, apprécier, estimer, affectionner, et celui qui sait simplement dire kiffer, par exemple, eh bien, ça n'est pas simplement une différence de position sociale, mais c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la richesse de la vie intérieure. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle le vocabulaire est si important et la rencontre avec d'autres langues si décisive. Parce que, vous voyez, ça va tellement loin que la culture nous est nécessaire, encore une fois, non même pas seulement pour penser, mais même pour voir le monde. Vous voyez. Il n'y a pas d'évidence, le monde ne saute pas aux yeux, c'est pas vrai. Nous sommes des êtres de médiation au point que la culture nous est nécessaire même pour voir le réel autour de nous. Je ne sais pas, on pourrait en prendre une infinité d'exemples là encore, mais par exemple l'anglais, la langue anglaise a 7 mots pour traduire ce que nous appelons en français le brouillard. Et fog, mist, cloud, shade, haze, enfin je ne me rappelle pas de tous, mais on comprend bien pourquoi l'anglais a plusieurs mots pour dire ce qu'on appelle le brouillard, parce qu'évidemment les Anglais sont plus familiers de ce phénomène climatique. Eh bien, rencontrer la langue anglaise, c'est précisément ouvrir les yeux sur la variété des phénomènes extérieurs. Alors vous me direz, effectivement, ce n'est pas forcément le plus décisif de savoir distinguer la variété des phénomènes que nous appelons de notre pauvre mot brouillard. Mais c'est pour vous montrer que même nos yeux ne s'ouvrent sur le monde que par la médiation de la culture. Et nous en avons tous fait l'expérience, par exemple chacun dans nos spécialités, parce que toute spécialité a son vocabulaire. Et pourquoi les spécialités professionnelles, les spécialités connaissantes ont-elles leur vocabulaire? Non pas simplement, encore une fois, par une question de position sociale, non pas seulement pour que le spécialiste s'enferme dans un monde ésotérique avec ceux qui appartiennent à la même discipline que lui, comme on le dit si souvent, mais au contraire parce que le spécialiste se concentre sur un objet du réel qu'il veut connaître avec précision, et cela suppose un vocabulaire. Précisément, je ne sais pas, une expérience qui m'a beaucoup marqué, je fais un peu de voile depuis très longtemps, enfin, j'aime beaucoup ça, j'en fais pas autant que je voudrais, mais enfin j'aime beaucoup la voile et par conséquent, dans ma formation pour naviguer, à un moment donné, je me suis passionné pour la climatologie, parce que quand vous naviguez, il faut bien savoir prévoir au moins de manière basique les phénomènes météo qui vous environnent. Donc, en faisant un peu de climatologie, j'ai appris le vocabulaire de la climatologie, et je me rappelle très bien de ce jour où j'ai appris le nom des nuages. Eh bien, c'est une révolution. C'est-à-dire que jusque-là, quand je levais les yeux au ciel, je voyais du ciel bleu ou bien des nuages. En fait, il n'y a pas des nuages. Il y a des cumulus, des cumulonimbus, des stratus, des altostratus, des cirrus, et croyez-moi, ça n'a rien à voir. Rien à voir, les nuages sont tous différents. Et précisément, le vocabulaire de la climatologie peut vous apprendre, comme un beau tableau, comme des beaux ciels de peinture, peut vous apprendre à voir le ciel que vous n'aviez jamais vu de cette manière jusque-là. C'est le propre du vocabulaire le plus technique et c'est le propre de l'œuvre d'art la plus élaborée, qu'elle ouvre votre regard sur le monde réel que jusque-là vous n'aviez jamais vu, que vous n'aviez littéralement jamais vu. Le réel
quand il n'est pas pour nous traduit par une culture, quand il n'est pas médié par une culture, quand il n'est pas perçu par l'intermédiaire de cet héritage culturel que nous pouvons recevoir, le réel ne nous apparaît pas. Vous voyez pourquoi nous sommes ici devant ce mystère de l'immédiateté. Et nous-mêmes ne sommes rien de ce que nous pourrions être sans la culture que nous recevons. Je terminerai par là, si vous voulez, et c'est par là que je conclurai. Prenons un seul exemple pour le montrer. Qui dans le monde réussit parmi les hommes à faire la preuve que nous sommes libres et capables de produire quelque chose de vraiment personnel, de vraiment singulier, qui échappe à la tradition, qui échappe à la répétition mimétique du passé? Eh bien, c'est sans doute l'artiste. Voyez, un artiste, un grand artiste, fait la preuve que les hommes sont libres et qu'ils peuvent créer quelque chose de vraiment personnel, d'éminemment personnel, au point qu'un artiste, vous le reconnaissez dans son œuvre. C'est ce qu'on appelle son style. Je ne sais pas, prenons l'exemple de la musique. Si vous connaissez bien Chopin, que vous connaissez très bien Chopin, et qu'un jour vous fait écouter un morceau de Chopin que vous n'aviez jamais entendu jusque-là, vous direz, ah ben ça c'est du Chopin. C'est forcément lui, ça ne peut être que lui. Vous ne pouvez pas être trompé, c'est son style, c'est vraiment lui. Personne ne compose comme Chopin. La question qui se pose donc, c'est de savoir comment on devient Chopin. Eh bien précisément, ça n'a rien d'immédiat. J'étais il y a quelques mois de cela à Lyon pour un colloque sur l'éducation artistique. Alors on nous montre une petite vidéo dans laquelle on voit une expérience menée par l'Opéra de Lyon à destination et au bénéfice des collèges défavorisés de la banlieue lyonnaise. C'est un pianiste de l'opéra qui va dans des classes de collège avec son piano et il va jouer donc un morceau devant les élèves. Et puis ensuite, une fois qu'il a joué, il dit aux élèves, allez-y, approchez-vous du piano, improvisez, appuyez au hasard sur les touches. Alors les élèves s'approchent et c'est un moment très beau, très émouvant. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un piano de leur vie, un piano d'instrument en tous les cas, un piano d'orchestre. Et donc ils s'approchent du piano et puis ils appuient au hasard sur les touches. Et la conclusion de la vidéo, c'est, pour la première fois de leur vie, ces élèves ont fait une expérience de leur créativité personnelle. Alors je devais intervenir juste après, c'était le colloque, c'était programmé comme ça, et donc je dis, cette petite vidéo, elle est très intéressante, et elle est très belle, et cette expérience, elle est très féconde et très nécessaire. Peut-être qu'il y a dans cette classe de 4e un futur grand pianiste de demain, peut-être. Et de fait, tous les grands pianistes dans l'histoire ont bien commencé un jour par appuyer au hasard sur les touches d'un piano. Ça commence forcément comme ça.